Bonjour. Merci à tous et à tous d'être venus. Je pense que vous avez vu dans le talk avant qui était super bien foutu comment se prémunir de supply chain attack. Et moi je viens de l'autre côté, je vais montrer comment faire des supply chain attack et surtout comment prévoir un truc qui n'est pas forcément à l'esprit de tout le monde. Un jour on s'est dit bon ok, qu'est-ce qui se passe si un jour quelqu'un compromet ou souhaite compromettre tous les packages d'un écosystème. Si du jour au lendemain toutes les dépenses sont compromises, première chose, comment on peut le faire? Est-ce qu'on arrive à démontrer que c'est possible? Et deuxième point, comment on pourrait essayer de s'en prémunir et qu'est-ce qu'on pourrait essayer de mettre en place pour éviter que ça arrive et de réduire l'impact de tout ça. Donc ça va être un peu plus technique, mais je vais essayer de rester visuel et je serai là tout l'après-midi si jamais vous avez des questions. Du coup, je m'appelle Thomas, je suis chercheur en sécurité dans la team R&D de Sonar. Nous, notre but, c'est d'aider à pousser à l'innovation en trouvant des vulnérabilités qui étaient inconnues, mais qui, du coup, deviennent connues dans des projets open source. Et si le nom Sonar vous dit rien, c'est plus souvent que ça s'en a l'air. Non, vous connaissez nos produits. On fait SonarCube, qui est un outil d'analyse en on-premise que vous lancez chez vous. On a le même en SaaS avec Sonar Cloud, et on a aussi le même dans votre éditeur de texte avec SonarLint. Et du coup, ce postulat, il vient un peu le postulat de base que je vous dis en introduction, vient du fait que Tidelift, qui est une boîte de software, ils estimaient que 92% de tous les produits, tous les projets, de tout le software qu'on écrit, ils utilisent des composants qui sont open source. Donc en fait, des fois, ça va être des boutons, ça va être tous les bootstraps, ou alors même des frameworks front avec React et tout. On va vouloir des API de payment provider si vous voulez vous interfacer avec PayPal. Ce matin, il y avait un talk sur Auth. Auth, on va jamais vraiment vouloir l'implémenter nous-mêmes, donc on va prendre une librairie pour faire Auth à notre place. Le problème, c'est qu'après, il faut les gérer, ces dépendances. Donc il faut les lister, il faut les installer, il faut les maintenir, il faut les mettre à jour. Et pour ça, on utilise ce qui s'appelle des package managers. Non, je pense que vous connaissez à peu près. Et aujourd'hui, on va vraiment faire un focus sur les package managers pour les développeurs. Donc il y en a aussi pour les systèmes. Quand vous êtes sur votre machine Ubuntu ou votre conteneur, vous tapez apt install. Ça, c'est pas dans le contexte du talk d'aujourd'hui. On va vraiment rester sur ce qui nous permet d'installer des dépendances logicielles tierces. Donc il y en a un paquet. Chaque écosystème a son propre package manager. Sur PHP, il y a Pair, il y a Composer. Sur JavaScript, il y en a évidemment beaucoup plus. Il y a NPM, Bower, Yarn. Il y en a vraiment pour chacun en fait, parce que chaque package manager permet de mettre en place des fonctionnalités spécifiques à chaque écosystème. Par exemple, pour Python avec pip, vous allez avoir un système de... Vous pouvez envoyer la source, vous pouvez envoyer des wheels qui sont des fichiers compressés avec votre Python. Le Python peut être précompilé dedans, etc. Ça, c'est des choses qui ont du sens pour Python, mais qui n'auraient pas de sens pour PHP. Et aussi pour revenir sur le concept de supply chain, c'est toujours dur à définir parce que c'est un peu mystique, on voit, ça fait un peu les news à chaque fois, on comprend vraiment jamais trop ce que c'est. Et la raison, c'est que ça regroupe tout, en fait, tout ce qui va intervenir dans le cycle de vie de votre produit. Ça peut être sa création, ça peut être même le laptop sur lequel vous avez compilé votre projet pour le renvoyer en prod. Mais en fait, ça se trouve, ce laptop, il a été compromis et il n'y a pas moyen vraiment de le savoir. Si vous savez que votre laptop a été compromis, vous allez peut-être envoyer un message au client, dire ok, il s'est passé quelque chose, mais c'est dur de tracer tout ça. Et la supply chain, ça regroupe vraiment de ce laptop à la prod. Et ça s'applique pas à ça s'applique à toutes les industries, ça s'applique pas qu'au software. Si vous avez un site de vente en ligne, vous envoyez des colis, dans la supply chain, il y aura la personne qui va transporter votre colis. Si elle vous le vole, ça va être un risque à prendre en compte et il va falloir s'en prémunir. Et dans notre cas, les dépendances logicielles, c'est juste un petit lien de tout ce maillon. En fait, quand je donnais l'exemple du laptop, c'est vrai, mais ça peut casser et il peut y avoir des problèmes de sécurité à des centaines et des milliers d'autres endroits. Et pour nos package managers, quand on va installer un package, ils ont besoin on leur donne le nom, installe le package, je sais pas, React. Et en fait, ils ont besoin à un certain moment d'avoir de la métadonnée qui va dire ok, React, ça va être à un autre endroit. Ça, il va falloir aller le tirer depuis cet endroit-là. Et donc pour ça, souvent, ils vont utiliser des services tiers qui vont être maintenus par les mainteneurs du coup du package manager. Et c'est donc ce que j'appelle les backend servers. Ils vont être nécessaires du coup pour faire cette association entre le nom d'un package avec son identifiant. Souvent, on a un peu la façon, on va dire un peu à la GitHub de dire, ça va être le nom de l'auteur / le nom du package. Donc souvent, ça va être le nom de votre boîte / le nom de votre package. Ou ça peut être pareil sur des trucs tiers. Et ça, on va l'associer à une source. Ça peut être un zip qui est hébergé quelque part sur un serveur, ça peut être un repo GitHub, ça peut être un truc sur AWS S3. Vraiment, il n'y a pas de limite. Mais ce qui est important, c'est qu'il y ait cette association qui existe à un moment et qui soit faite par quelqu'un. Et par contre, si vous compromettez le serveur qui associe ça, donc qui donne l'information à votre package manager d'où aller chercher le package, ça veut dire que l'attaquant, il peut changer cette association. Il va pouvoir dire, ok, non, on ne va pas prendre ce repo sur GitHub, viens plutôt prendre un repo malveillant qui était backdooré depuis ailleurs.
Donc je vous propose aujourd'hui de voir de voir le résultat de notre travail donc, sur l'écosystème PHP, donc sur les deux package managers de PHP qui sont Packagist, Composer et Pair. Toutes les vulnérabilités qui sont présentées, elles ont été trouvées par notre équipe, elles sont déjà corrigées. Donc on va pouvoir faire des démonstrations, montrer tout ça, mais rassurez-vous, tout est déjà corrigé. Et donc du coup, on va parler de Packagist, qui a été compromis 2 fois, on va vous parler de Pair, et ensuite on va essayer de voir comment prévenir et réduire l'impact de ce genre de vulnérabilité. Donc on va commencer avec Packagist. Je ne sais pas s'il y a des développeurs PHP dans la salle, je pense que tout le monde a été développeur PHP à un moment dans sa vie, moi je suis encore donc ça va. Globalement en fait, un Composer, c'est le package manager par défaut que tout le monde va utiliser. Si vous faites sérieusement du PHP quelque part, ou si vous déployez même des applications PHP, ou si vous avez un Presta, je sais pas, qui fait votre logiciel de RH, et qu'en fait c'est un logiciel qui est développé en PHP, il va utiliser Composer. Donc dès qu'une boîte, d'une façon ou d'une autre, utilise du PHP, Composer est utilisé. Et pour faire donc cette association, entre le nom des packages et l'endroit où il est téléchargé, Composer utilise un registre central qui s'appelle Packagist. Donc ce sont 2 projets open source qui sont maintenus par la même entité, qui s'appelle Private Packagist, qui propose une instance publique que tout le monde utilise, et éventuellement de créer ses propres registries privés pour son entreprise. Comme ça, si je suis une entreprise, je n'ai pas besoin de les publier publiquement aux yeux de tout le monde. Et on essaie un peu d'estimer c'est quoi le market share de Composer. Si jamais on arrive à compromettre Composer, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est pas très scientifique, le faites pas chez vous, mais globalement, PHP c'est 78% d'Internet. Déjà tout le monde est surpris, mais en fait c'est ça qu'on se rend compte que même si ça a mauvaise réputation, c'est quand même un langage qui est important. Si demain on enlève 78% d'Internet, il y a quand même un paquet de choses qui vont casser. Évidemment, WordPress, c'est 43%, c'est estimé que c'est 43% de tous les sites web hébergés dans le monde, mais WordPress n'utilise pas directement Composer. Donc si vous voulez lancer une instance WordPress chez vous, vous n'aurez pas besoin de Composer. Ça sert dans la partie dev, mais ça ne sert pas pour le lancer et l'héberger. Donc on peut enlever ces 43% de 78%. Et nous, on a fait un petit scraping sur GitHub. On a vu que globalement, de tous les projets PHP sur GitHub, il y en a à peu près 70% qui utilisent Composer. Donc ça veut dire que globalement, dans le monde, de façon pas scientifique du tout et de façon très imprécise, on peut estimer qu'il y a quasiment 20% des sites web du monde qui utilisent ou qui ont une relation avec Composer. Et ce qui renforce aussi cette idée-là, donc ça, cette page, elle vient ce graphique qui vient de la page statistique sur packages.org. Donc ils suivent le nombre de téléchargements qui ont été faits chaque mois. Et là, c'est peut-être écrit un peu petit, mais en fait, on se rend compte qu'il y a 2 milliards de packages qui sont téléchargés par mois à travers Packagist, et donc à travers Composer. Ça commence à faire beaucoup de packages. Et bref, du coup, c'est une cible intéressante pour nous. Si on arrive à compromettre ce service, alors on va pouvoir l'aider à le sécuriser, ça va rendre service, et en plus ça a un impact énorme sur globalement la vie de tous les développeurs, quoi, et sur la vie de toutes les entreprises. Donc quand vous êtes sur Packagist, il y a une interface web qui vous permet d'uploader vous-même vos packages. Donc c'est un truc assez simple, hein. Il y a juste besoin d'une URL, puisque on met une URL, donc dans ce petit champ ici, et ensuite Packagist il va aller chercher le repo qu'a cette URL, il va voir s'il y a un manifeste qui correspond à un package Composer, et si c'est tout bon, il l'enregistre dans sa base de données et tout le monde peut l'utiliser. Et pour faire cette opération d'aller chercher le repo, en fait Packagist, vu que c'est développé par les mêmes développeurs c'est développé par les mêmes mainteneurs que Composer, que la partie client, et ils ont déjà implémenté plein de trucs avec Git, Mercurial, Subversion, tout ça, en fait Packagist l'appelle directement Composer pour le faire. Et si le projet a un fichier qui s'appelle composer.json, on va le lire, c'est le manifeste. Dedans, il y a le nom du package, il y a la licence, il y a les scripts, il y a les autres dépendances de la dépendance elle-même. Donc il y a toutes les informations. Et si c'est bon, on le publie. Donc voilà, je reviens un peu sur ce que j'ai déjà dit. Donc ce processus de soumission, c'est on dit quel repo cloner, GitHub, Subversion, Mercurial, n'importe quoi. On part ce manifeste et enfin on le met dans la base de données. Et cette étape-là où le repo distant il est cloné, il faut du coup gérer plein de trucs. Il faut gérer, comme j'ai dit, Git, Subversion, Mercurial, et on veut pas le refaire à chaque fois à la main, et surtout il faut vérifier que l'URL qu'on a donné, il parle bien le protocole qui est attendu. Si on a mis GitHub, on sait qu'on va pouvoir lui parler en Git, mais sinon on a mis Bitbucket, peut-être qu'il gère Mercurial, peut-être qu'en fait on est un hébergeur, on n'a aucune idée, c'est un truc perso qui est hébergé sur un VPS à quelqu'un, en fait on ne connaît pas trop le protocole, donc il faut aussi essayer de parler avec les différents protocoles, avec l'URL qu'on a donné, pour voir si ça correspond à ce à quoi on s'attend, et pour essayer de vraiment récupérer les fichiers pour cloner le repo.
Et donc pour ça, ils vont appeler d'autres commandes, ils vont appeler des commandes, en fait, les commandes comme tout le monde utilise, Git, dans ce cas-là, donc avec ls remote, on va appeler sven-info pour Subversion, et pour Mercurial, on va appeler hg identify. Et il y a un point qui est assez intéressant ici, c'est que du coup, c'est des commandes externes. Donc il y a des risques d'injection. Si jamais c'est pas correctement, on va dire, sécurisé, et je vais revenir sur tout ça après, peut-être que quelqu'un pourrait exécuter des commandes en plus. Donc ça peut être un peu embêtant. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui s'appelle escape, qui est un nom de fonction, qui a l'air de faire de la sécurité. Mais dans ce cas-là, c'était pas assez. Donc pour ça, je vais vous expliquer c'est quoi une injection de commande, de façon simple. Là, dans notre cas, on a une variable qu'on contrôle, qui s'appelle controlled, qui contient une chaîne de caractères. Bon, dans ce cas-là, c'est le $, des parenthèses et la date. Et ensuite, si on exécute ça, donc si control, ça vient de l'utilisateur, si on exécute ça, en fait, le serveur, au moment de l'exécuter, il va voir hg identify ce $ sous parenthèse, et en fait, ça, pour un script shell, ça veut dire, ok, exécute date d'abord, et ensuite tu remplaces toute cette séquence de caractères par la sortie de la commande date. Donc en pratique, ça va d'abord exécuter date, qui vient de l'attaquant, qui vient de l'utilisateur, et ensuite on va appeler hg identify et la sortie de la commande date. Bon, la date, c'est pas très grave, mais si c'est une commande qui est un peu plus dangereuse, si c'est un RM, si c'est quelque chose qui ajoute une clé SSH pour que l'attaquant vienne se connecter au serveur, ça peut être plus embêtant. Donc pour éviter ce genre de scénario d'injection de commande, on utilise du coup, dans le cadre de Packagist, une commande qui s'appelle escape, qui va ajouter des codes simples autour de la valeur. Donc dans ce cas-là, le shell il va voir hg identify code simple, cette séquence de caractères, et en fait pour lui ça va juste être une chaîne de caractères, ça va plus être une séquence de substitution de commandes. Donc en pratique, on va juste appeler hg identify et ce $ parenthèse date, ce qui au final n'est pas une URL valide et ça va juste échouer. Mais le problème c'est que mettre ces petites single quotes et transformer ça en chaîne de caractères, ça va pas nous empêcher d'ajouter des arguments à la commande. Donc si ce coup-ci on met par exemple "-help" pour obtenir le message d'aide de la commande Mercurial, le shell il va voir ça, ok, hg identify une chaîne de caractères avec un argument, et il va exécuter tout ça. Mais en fait pour hg, pour la commande Mercurial, il va dire ok, bah moi j'ai un paramètre help. Donc il va nous afficher le message d'aide. En soi, le message d'aide, il n'y a rien de vraiment critique, c'est pas un problème de sécurité. Mais en fait, en ajoutant des arguments, et on va dire, ok, on peut ajouter des arguments à la commande. On va dire le manual de Mercurial, et on se rend compte qu'il y a une option qui s'appelle "-config". Et en fait, ça permet de fournir des options de configuration en plus à la commande qui est en train d'être exécutée. Et en plus, dans la configuration, il y a quelque chose qui s'appelle alias, qui permet, alors il y a tout le texte, je vais vous expliquer rapidement, mais la directive de configuration alias, elle permet de changer le comportement d'une commande Mercurial. Et en plus, on peut changer le comportement de cette commande et la transformer en une commande shell. Donc c'est-à-dire que nous, on peut créer une payload toute simple, "-config", donc on injecte l'argument config. Ensuite, en rouge, on a alias.identify, c'est on override le fonctionnement et le comportement de la commande identify, celle qui est en train d'être exécutée, égal, le point d'exclamation, donc ça vient de la documentation d'avant pour exécuter une commande shell, c'est ce qui est en bas, et ensuite notre commande. Et en théorie, ça nous permettrait d'exécuter n'importe quelle commande sur les serveurs de Packagist. Si on arrive à exécuter n'importe quelle commande sur le serveur de Packagist, ça veut dire qu'on peut aller modifier les définitions de n'importe quel package. On peut changer la source et le code qui est associé au nom de n'importe quel package de Packagist. Puisque c'est stocké dans des fichiers JSON, on peut même aller le modifier à la main tout simplement. Et en plus, ça donne un accès persistant aux attaquants qui peuvent ensuite revenir sur le serveur et continuer à compromettre n'importe quel package. Donc je vais faire une démonstration de à quoi ça ressemble en vrai. C'est dans le mauvais sens. Donc ça, c'est une instance de test, mais en gros, ça réplique exactement ce à quoi ça ressemblait quand nous, on l'a fait pour de vrai sur le serveur Packagist. Sauf que nous, pour montrer que ça marchait en vrai sur le serveur de production, on a fait une commande qui n'était pas dangereuse, on a juste fait la date, et ensuite on a envoyé un mail au mainteneur en disant « Bon, il y a quelque chose qui a dû se passer, est-ce que vous pouvez regarder ?» Donc ça, c'est une instance de test, donc c'est pour ça qu'on va se permettre d'aller un peu plus loin et de faire un peu plus de trucs. Donc à gauche, c'est l'instance de Packagist, donc c'est juste l'interface. En haut à droite, là c'est écrit Alice, c'est l'attaquant. Au milieu, je crois que c'est juste le serveur, donc c'est juste un shell root sur la VM de test. Et en bas à droite, ça va être moi, en tant que développeur lambda, qui utilise le service. Donc là, au début, c'est juste pour montrer l'IP de la VM, etc., et montrer que ça correspond à l'interface qui est à gauche. L'attaquant a accès à la VM, donc on peut communiquer avec le serveur. Tout va bien. En tant qu'attaquant, je suis comme n'importe quel développeur. Je peux aller créer un compte. Donc je crée mon compte attaquant@attaquant.com, ce qui est un peu flag.
Et ensuite, je peux aller envoyer mon package. Donc là, je mets la payload qu'on a vu avant, -config, etc. Bon, on met tout, on recrée un alias, et ensuite dans la commande, bon, ça va être écrit un peu petit, il faudra me croire. En gros, la commande, elle va revenir se connecter chez l'attaquant et lui donner un shell, qui lui permettra ensuite d'exécuter des commandes en étant un peu plus tranquille, quoi. Donc là, l'attaquant, il démarre un truc pour écouter les connexions réseau. On a une connexion réseau qui arrive. Donc ensuite, on peut créer un shell un peu plus sympa. Je tape lentement. Hop. Et là, du coup, on se rend compte qu'en fait, on a un shell en tant qu'utilisateur 3W Data sur le serveur. Donc là, pour la suite, je vais vous montrer, ok, on a un shell, c'est bien, tu peux exécuter des commandes, tout va bien, mais à quoi ça sert? Et je vais vous montrer qu'on peut vraiment changer l'association entre le nom d'un package et sa source. Donc là, moi, je suis développeur, je m'appelle Thomas, j'ai mon package PHP, donc, qui va afficher un emoji avec une gaufre. Donc, l'utilisation classique de Composer, je vais faire Composer require mon package, ça l'installe, et ensuite, ma dépendance est installée, je peux l'appeler, et du coup, j'ai mon petit emoji qui apparaît en bas. Donc, tout va bien, tout se passe bien. Pour l'instant, l'attaquant, il peut commencer à aller se balader un peu dans l'arborescence et se rendre compte qu'il y a ce fichier JSON qui fait l'association du contre le nom et la source. Et tout simplement, peut aller le remplacer par un fichier JSON qui va pointer ailleurs, vers un repo qui n'est pas le mien. Donc du coup, là, on voit les sources. Donc c'est un projet qui était hébergé sur GitHub et qui va être remplacé pour pointer ailleurs. Donc là, l'attaquant a juste à télécharger un fichier pour le remplacer. Et moi, pour l'instant, en tant que développeur, j'ai rien changé. J'ai pas publié une nouvelle version de l'application. Mais donc, si je le réinstalle ma dépendance, ou si je veux la mettre à jour, là, on se rend compte qu'il s'est quand même passé quelque chose. Il y a une nouvelle version de ma dépendance. Alors que moi, je ne l'ai jamais poussé. Et donc, la prochaine fois que je lancerai mon script, il pourra se passer d'autres choses. Là, dans ce cas-là, c'est un recrawl, mais ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. Ça aurait pu être quelque chose qui récupère les clés AWS, ça aurait pu être quelque chose qui récupère vos mots de passe, tout ça. Et donc pour le corriger, ils ont introduit quelque chose qui s'appelle donc il y a un flag qui permet de séparer les arguments des paramètres positionnels. Donc en gros, là dans ce cas-là, le correctif pour éviter cette vulnérabilité-là, c'est 2 tirets. Et c'est un flag spécial, donc -help c'est un argument, mais l'argument -tiret, c'est un argument spécial qui permet de dire tout ce qui arrive après, même si ça commence par -tiret, on l'ignore. On considère que c'est juste des chaînes de caractères et que c'est pas des arguments. Donc le correctif est ultra simple. Donc on a notifié, donc ça date d'avril 2021, on a notifié les développeurs, donc c'était un peu tôt le matin. Ils ont répondu qu'ils avaient corrigé ça à peine 9 heures après, c'est quand même très efficace. Ils ont release une nouvelle version de Composer, puisque c'est Composer qui contient la vulnérabilité. Ils ont release une nouvelle version à peine une semaine après, et ils ont fait des publications officielles sur leur blog pour expliquer quel était le problème, et qu'en effet ils n'ont pas détecté d'exploitation, à part la nôtre, mais ils n'ont pas détecté de vraie exploitation de cette vulnérabilité avant. Donc en gros, tous les packages étaient safe. Après, un an après, on se dit, est-ce que ce serait pas le moment de regarder si c'est pas encore autre chose? On est déjà familier avec cette codebase, on a déjà regardé dedans, on s'est déjà un peu baladé, on sait à quoi ça ressemble, donc on n'a plus le même coup d'entrée pour aller venir auditer du code là-dedans. On a aussi contribué au patch, on a essayé de regarder s'il n'y avait pas des bypass du patch, donc en théorie, on connaît un peu le truc, on peut dire bon bah maintenant c'est sécurisé parce qu'on a regardé. D'un autre côté, ça veut dire qu'on a regardé avec les mêmes biais on a regardé le patch un peu avec les mêmes biais que ce qui nous avait poussé à auditer le code. Donc il se peut qu'on ait quand même oublié quelque chose. Et donc, ce qui était intéressant et ce qui nous a attiré l'œil au début, c'était que toutes les commandes externes, c'est Git, SVN et HG, c'est dangereux. Donc, il y a ce risque d'injection de commandes, d'injection d'arguments. Donc, ça peut être intéressant de revenir regarder ce qu'il y a dedans. C'est déjà, on a fait la première vulnérabilité. Donc, est-ce qu'il reste une invocation? Il n'y aurait pas ce tiret, puisque c'est le correctif du premier patch. Et nous, on n'a pas cherché si en restait, en fait. Donc ça se trouve, il y en a encore. On a compté sur le fait que les mainteneurs l'avaient fait. Mais peut-être que ça n'a pas été fait. Et quand on a commencé à regarder dans le code, il y en a un qui était assez familier, puisqu'en fait, c'est dans le patch qu'on avait soumis pour le premier bug, en fait, ils les avaient retirés. Nous, on avait mis des petits tirets après le git show, et ils ont dit non, on l'enlève, ça casse la fonctionnalité de git show. Et en fait, la raison, donc c'est dans une fonction qui s'appelle getFileContent, et la raison, c'est que git show, lui, il a besoin de ces tiret-tiret. Pour lui, c'est un argument auquel il s'attend. Il respecte pas vraiment la spécification POSIX, donc il n'a pas l'effet que toutes les autres commandes ont quand elles voient le tiret-tiret, parce que pour lui, ça lui sert à séparer les révisions des chemins. Donc en gros, moi, si je fais un git show add
deux points composer.json, j'ai mon résultat, et en fait, je mets le tiret-tiret, ça n'a pas marché. Avec n'importe quelle autre commande, ça marcherait, mais pour Git, ça veut dire autre chose, donc ça ne marche pas. Donc en fait, notre patch, il cassait la fonctionnalité en question. Mais ça veut aussi dire que, en fait, si getFileContent, il reçoit des paramètres qui peuvent venir de l'utilisateur, peut-être que c'est encore possible d'injecter un argument. Et dans ce cas-là, en effet, au moment où Packagist, l'interface, génère le README à partir de ce qui est dans le repo, en fait, le nom du README, il vient de l'utilisateur, il vient du manifeste, et il est passé directement à la fonction getFileContent. Et dans le cas de Git et dans le cas de Mercurial, il n'y a pas ces tiret-tiret. Donc en fait, on a à nouveau un scénario où on peut injecter des arguments supplémentaires dans les commandes, et on peut tout simplement refaire la même chose en fait. On peut exactement, avec un scénario un peu plus alambiqué, réexécuter des commandes sur le serveur. Donc les scénarios d'exploitation, si on va créer un projet sur un repo Mercurial, on va, dans la clé, dans le manifeste composer.json, on va créer une clé README avec nos tiret-tiret, blablabla. On va l'importer dans Packagist et on va le forcer à mettre à jour le README pour qu'il appelle ce code-là. Et donc la payload, au final, ça va être le tiret-tiret config, toujours ce qu'on a vu avant, alias.cat, puisque ça va être la commande cat, et ensuite on récupère notre script, on l'exécute, et à la fin, il faut juste qu'il y ait .txt pour que Composer il accepte de process ce fichier-là. Donc je vous montre à quoi ça ressemble, et vous allez voir, c'est à nouveau très simple, peut-être même un peu trop simple. Donc là à gauche, je suis sur SourceHut, qui est, je crois, le dernier hébergeur de repos Mercurial. Je crois que personne n'utilise Mercurial en 2022. Donc là, on a nos scripts. En gros, notre charge utile, ce qu'elle va faire, c'est écrire l'identifiant de l'utilisateur avec lequel la commande est exécutée dans /tmp-pond. Et ensuite, il va essayer de copier un fichier sous l'arborescence du serveur web. Et ce fichier en question, il va juste exécuter toutes les commandes qu'on va lui envoyer. Donc, on revient sur Packagist. On a un utilisateur lambda, comme n'importe qui. On importe notre repo, ce coup-ci. Donc là, c'est une vraie URL. On va vraiment cloner ce repo. On l'envoie, ça prend un peu de temps. Et ensuite, on va faire update pour le forcer à mettre à jour le README. Et ensuite, on va se rendre compte qu'à droite, les deux fichiers sont apparus. Donc on a dans tmp-pond, on a l'identifiant de l'utilisateur. Et là, on a bien le script qui nous permet d'exécuter des commandes qui a été mis sur l'arborescence. Et si on accède à ce script directement, on se rend compte que là, on peut faire un less. On a en lancer ID, on peut faire une name, on peut faire tout ça. Donc là, je ne vais pas vous remontrer qu'on peut aller chercher le fichier JSON, mais on peut toujours le faire et on peut toujours modifier n'importe quel package sur Packagist. Donc là, ils ont été aussi très efficaces. On a envoyé un mail en soirée, ils ont répondu tout de suite. Ça a été hot-patch le lendemain. Et à peine une semaine après, on avait la CVE, il y avait une communication officielle pour aussi dire que, à leur connaissance, ça n'avait pas été exploité à part par nous. Et ils ont release les nouvelles versions de Composer. Donc maintenant, je vais vous parler de Pair, qui est le deuxième package manager de PHP. Et celui-là, il est un peu plus vieux. C'est un peu le package manager historique. Si vous avez fait du PHP dans les années 2000, vous l'avez peut-être déjà vu. Sinon, c'est peu probable que vous l'utilisiez encore aujourd'hui. Mais bon, là, ça date des années 99. Au final, il y a quand même eu 290 millions de packages qui ont été téléchargés depuis Pair, depuis son existence. Donc c'est quand même non négligeable. Il y a quand même pas mal de business qui ont tourné grâce à Pair. Il y a encore quelques packages qui sont assez populaires qui sont dessus. Par exemple, il y a GetOPT pour PHP qui existe dessus. Il y a quelques librairies pour envoyer des mails, pour extraire des archives. Tout ça, ça vient de... C'est toujours hosté sur Pair. Et là, pour Packagist, on pouvait juste arriver dessus, se créer un compte et commencer de faire des trucs. C'est-à-dire qu'on avait une surface d'attaque qui était quand même non négligeable. Dans le cadre de Pair, en fait, sans authentification, il n'y a pas grand-chose. Et si on veut créer un compte, il faut que ce soit validé manuellement par les administrateurs. Le problème, c'est que moi, j'ai pas de compte, je connais pas d'administrateur, j'ai pas un vrai package à pousser, et ça se trouve, les administrateurs, ils ont totalement arrêté de gérer ce service, et ils vont jamais m'accepter. Donc comment je peux gagner accès à un compte? L'avantage, c'est que bon, je dis que c'est historique, c'était fin 99, donc c'est-à-dire que les bonnes pratiques de sécurité, elles sont un peu dépassées, elles datent aussi de 99, ou guère plus. C'est-à-dire qu'il y a aussi des vieilles versions de PHP, et il y a sûrement du vieux code PHP là-dedans. Donc on met tout ça dans notre moteur d'analyse, et on se rend compte qu'il y a une fonction, je ne sais pas si c'est assez lisible, en gros, il y a une fonction qui s'appelle reset password, donc qui génère un jeton dans l'initialisation de mot de passe d'utilisateur, et dedans, il y a une alerte qui dit, ok, cette fonction-là, elle va pas générer des valeurs qui sont suffisamment aléatoires. Donc on investigue, et en fait le jeton de réinitialisation du mot de passe d'utilisateur, qui va être unique, secret et absolument pas devinable par un attaquant, il est composé de cette façon. En premier, on va avoir mtrand 4,13 qui va retourner une valeur entière entre 4 et 13. Donc il y a 10 possibilités, c'est tout.
C'est pas la longueur, c'est vraiment, ça va retourner un nombre, un chiffre qui va être entre 4 et 13, donc 4, 5, 6, jusqu'à 13. On va avoir $user qui est la variable qui contient le nom d'utilisateur duquel on est en train de réinitialiser le mot de passe, donc c'est connu. On a time, qui est le nombre de secondes, en gros c'est on va dire l'heure du serveur, qui est le nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 70. Donc en fait c'est à peu près connu, on sait à peu près quelle heure il est sur le serveur, et des fois les serveurs ils renvoient ça dans les headers. Et le dernier point c'est pass, en fait c'est le nouveau password à reset, c'est le nouveau password à définir pour l'utilisateur. Donc en fait la seule valeur qui est inconnue, c'est ce nombre qui est entre 4 et 13. Donc en fait, pour une seconde donnée, on peut faire une demande d'initialisation de mot de passe, et ensuite se mettre à essayer de deviner tous les tokens qui ont pu être générés dans ce moment-là, donc avec quelques deltas de 2-3 secondes avant, 2-3 secondes après. Chaque seconde, il peut y avoir que 10 tokens différents qui ont pu être générés pour un utilisateur donné. Donc en fait, avec moins de 50 requêtes, on peut trouver le jeton de réinitialisation de mot de passe d'un utilisateur, et en plus tous les noms de compte sont publics, donc on sait qu'il y a un compte qui s'appelle admin, on peut juste aller réinitialiser le mot de passe du compte admin. Et ce qui est un peu embêtant, c'est que ce bug, il a 15 ans. Il a été introduit la fois où ils ont introduit cette fonctionnalité de réinitialisation de mot de passe. Donc c'est pas là depuis le tout début de Pair, mais dans les 290 millions de téléchargements, ça voudrait dire que ça se peut que quelqu'un aurait peut-être pu à un moment réinitialiser des mots de passe de compte et compromettre ces packages-là. Alors ça c'est intéressant, on a une belle preuve de concept, on sait qu'en théorie ça marche, mais quand on est un attaquant, on veut aussi essayer d'avoir l'exécution de code, puisque si on peut exécuter des commandes sur le serveur, on peut faire ce qu'on veut, on peut persister, on peut continuer à voler les mots de passe des gens, des gens qui se connectent, on peut continuer à compromettre les packages, donc c'est assez puissant. Et dans ce cas-là, pour faire simple, en gros, il n'y a pas tant de fonctionnalités, même en ayant un compte, il n'y a pas tant de fonctionnalités disponibles. Par contre, quand on upload un package, chaque soumission elle est mise dans une work queue, donc c'est des workers synchrones qui vont aller voir les soumissions et les extraire. Donc ils extraient les archives, ils appellent PHP Documenter dessus pour générer la documentation. Ensuite, ils publient tout ça sur Pair. Le truc, c'est que ça, c'est vraiment un truc intéressant parce qu'il y a des accès au système de fichiers. Ça appelle une commande externe avec PHP Documenter. Comme vous avez vu, les appels de fonctions externes avec Packagist, il peut quand même se passer pas mal de choses qui tourneraient mal. Et tout ça, on peut y accéder. Et donc on ouvre le fichier de cron, donc il s'appelle API docq, on regarde, le premier truc qu'il fait, c'est extraire les archives. Extraire les archives, c'est un peu embêtant, puisqu'en théorie, si jamais l'attaquant il arrive à écrire en dehors du dossier courant, peut-être qu'il peut aller réécrire des fichiers qui sont importants. Donc on regarde un petit peu, on se rend compte que pour extraire les archives, ça utilise une dépendance qui s'appelle archive_tar, et que la version qui est directement bundlée avec l'interface pour Pair, c'est la version 1.4.7. Cette version elle est un peu vieille, il y a une vulnérabilité publique qui n'a pas été trouvée par nous, qui a été trouvée par un autre chercheur en 2020, qui dit explicitement, ok, puisqu'il y a un problème avec la gestion des liens symboliques au moment d'extraire les archives, un attaquant peut écrire des fichiers, des dossiers en dehors de l'endroit où c'est attendu, où c'était originellement fait. Donc c'est très puissant dans le cadre de PHP, ça nous permet d'aller écrire un script quelque part ailleurs sur l'arborescence du serveur web. Et donc du coup, on a regardé le patch de cette vulnérabilité-là, on a écrit un exploit pour ça. Et l'exploit est assez simple, on va créer un package pair valide, donc avec un fichier package.xml dedans, on va créer un lien symbolique, donc c'est la première ligne que vous voyez, juste un lien symbolique qui pointe vers quelque part plus haut, puis sous l'arborescence du serveur web, vers evil.php. Ensuite, il y a un deuxième fichier qui a le même nom, mais ce coup-ci c'est un fichier normal, c'est pas un lien symbolique, et la raison pour laquelle on a fait ça, c'est que donc ça c'est l'état du système de fichier au début, le package n'est pas encore uploadé. On extrait le lien symbolique. Le lien symbolique va pointer vers l'arborescence du serveur web, vers un fichier qui n'existe pas. On n'a pas copié de contenu là-dedans. Par contre, si on extrait un deuxième fichier avec le même nom, on va ouvrir le fichier symlink, qui est en fait qu'un lien symbolique, on va écrire dedans. Et du coup, on écrit notre payload dedans, ça crée le fichier evil.php sur l'arborescence. Donc en gros, on va pouvoir combiner ces deux bugs. On va réinitialiser le compte de n'importe quel utilisateur, de n'importe quel administrateur, on va créer un nouveau package, on va se l'approuver automatiquement, puisqu'on est admis dans le droit. Ensuite, on va exploiter cette vulnérabilité dans l'extraction des archives, et du coup, on peut avoir une exécution de commande et compromettre tous les packages sur Pair. Donc là, c'est à peu près le même setup. On a l'attaquant en haut à droite, et on a l'admin, donc juste l'accès route à la VM en bas à droite. Donc l'attaquant en haut à droite. Et donc là, je lance juste le cron à la main, puisque sinon, ça démarre tous les jours, et je ne voulais pas vous retenir un jour juste pour regarder la démo. Donc là, il y a le compte admin à gauche, donc l'interface de Pair. On n'a pas le compte admin, on ne connaît pas son mot de passe. Par contre, avec la première vulnérabilité qu'on a, on peut le réinitialiser. Donc là, ça va faire quelques tentatives.
savoir trouver le jeton dans l'initialisation après une trentaine de tentatives, savoir définir le mot de passe qu'on a choisi. Donc maintenant, on est admin sur pair, c'est déjà pas mal. Alors maintenant, on prépare l'archive. Donc avec le lien symbolique, le fichier normal et le fichier package.xml pour pair. On l'upload en tant que nouveau package, on vérifie, très bien. On voit que le cron en bas a été démarré, il s'est passé quelque chose. Et maintenant, si on essaie d'accéder au fichier vil.php, on peut exécuter des commandes. Donc on a compromis le serveur de pair. Et là, la timeline est un peu plus compliquée. Pour Packagist, pour nous, c'est ce qui est parfait. Les gens répondent en 2 jours, c'est corrigé en même pas une semaine, tout va bien. Là, on la reporte en juin, 30 juin 2021. On a poussé un peu en mode est-ce que quelqu'un gère encore ce projet? Il y a quelques commits qui ont été poussés sur GitHub, mais en fait, ils n'ont jamais été déployés. Et ça a attendu jusqu'à mars 2022 pour qu'ils soient déployés sur le serveur, puisqu'ils avaient perdu l'accès au serveur. Donc c'est un peu ralenti le déploiement. Et ça, c'est le problème de beaucoup de projets open source, c'est qu'en fait, au bout de quelques années, c'est normal, les gens ont changé de laptop, il n'y a pas de contrôle d'accès centralisé, il n'y a pas un one password où tout le monde a sa clé SSH dedans. Donc en fait, voilà, c'était comme ça. Et du coup, c'est vrai qu'au final, c'est un package manager qui a vécu une belle vie, je pense. Mais maintenant, il faut vraiment partir sur Composer. Ça sert à rien de fragmenter vraiment l'écosystème comme ça. Autant tous rester sur Composer. Et surtout que la plupart des packages de pair sont présents sur Composer. Du coup, là, je vais prendre vraiment 2 minutes enfin peut-être 5, pour vous parler de comment essayer d'éviter ce genre d'attaque et surtout comment réduire leur impact. Donc là, ça c'était très bien expliqué dans le talk d'avant. Il y a la prévention, c'est important, mais bon, même si on est fait du mieux qu'on peut pour la prévention, il y a peut-être des trucs qui vont continuer à arriver. Là, dans ce cas-là, ça arrivait 2 fois, peut-être ça arrivera une 3e fois pour Composer, on ne sait pas. Donc il faut aussi essayer de réduire leur impact. Et nos écosystèmes, ils sont pas très robustes contre ce genre d'attaque en fait. Là, on a des cas sur PHP, on a réussi à exploiter des vulnérabilités sur les serveurs des package managers en question, mais niveau prévention et niveau réduction de risque, il n'y a pas vraiment d'écosystème qui sort du lot. Donc je vais essayer de donner deux idées qu'on peut utiliser pour très précisément ces attaques-là, c'est-à-dire la compromission des serveurs centraux. Donc pour réduire l'impact, ça va être de signer tout le code, et je vais venir en détail là-dessus. Et pour réduire le risque que ça arrive, en fait, c'est juste d'avoir des bonnes pratiques de sécurité. Le problème, c'est que là, on est sur des projets open source. Des fois, il y a des boîtes derrière, mais quand c'est des boîtes, c'est 1 ou voire 2 personnes. Quand il n'y a pas de boîte, c'est quelques bénévoles quand ils ont le temps. Donc en fait, on ne peut pas dire aux gens de tout simplement faire tout ce qu'on fait en entreprise et d'avoir une équipe dédiée à ça. C'est juste pas possible. Donc il faut être un peu plus pragmatique et faire ça de façon un peu plus simple. Pour la partie signature du code, en fait, le package manager, c'est un tube. Il n'a pas besoin d'être trusté, en fait. La relation de confiance, elle est entre le développeur qui va écrire le code de la dépendance et vous qui recevez le package. Donc en fait, pourquoi tout simplement ne pas signer le code avec l'identité du développeur? Donc pour ça, on peut faire ça avec OIDC, on peut faire ça avec GPG. Il y a plein de façons de le faire. Il faut juste que chaque écosystème trouve la façon qui leur convient et surtout l'applique en fait, que ça soit le cas par défaut. Il ne faut pas que ce soit un fallback. Et ça pourrait éviter aussi d'autres attaques sur les plateformes, parce qu'en fait, voler des comptes sur les plateformes des package managers, on en voit plein. Par exemple, avec NPM, maintenant, ils poussent tout le monde à faire du 2FA parce qu'il y a trop de vols de mots de passe. Mais en fait, même si moi, je vole le mot de passe d'un développeur, mais que tout son code est signé, je ne vais pas pouvoir signer le package pour lui. Donc en fait, ça évite aussi ce genre d'attaque. Par contre, comme je disais, ça va marcher uniquement si ce genre de protection, elle est une force. Si c'est pas obligatoire, il y a toujours des gens qui vont dire non, j'enlève la signature parce qu'on ne sait jamais, ça peut casser. Et pour ça, pour la signature de code, donc en fait, les idées que je vous ai données avant, j'invente rien, ça vient d'un projet qui s'appelle Sixstore. Et en gros, eux, l'idée qu'ils ont, c'est que pour chaque package, chaque développeur, on les authentifie sur un service. Ça peut être GitHub, ça peut être Google. Ils ont une identité qui est garantie par Google ou GitHub. Moi, je fais assez confiance à Google et GitHub pour savoir que les gens, ils ont la 2FA, ils ont des mots de passe forts et qu'il n'y a pas de leak de mots de passe. On signe chaque package qu'on pousse. Et la signature de chaque package, elle est publique. Alors, on s'appelle un ledger, mais en gros, il y a une base publique. On peut appeler ça une blockchain si vous voulez, mais c'est pas du tout une blockchain, qui va contenir toutes les signatures de tous les packages de tout le monde. Donc il y a une source de vérité publique qui est indépendante du package manager qui va dire ok, ce package, il a été signé par telle personne et la signature attendue c'est ça. C'est un peu le même système que
pour TLS, où maintenant tous les certificats HTTPS, donc les certificats SSL qui sont générés pour HTTPS, ils sont publics. Il y a une liste publique où vous pouvez consulter de toutes les boîtes, de leurs certificats, de qui a généré, quel certificat, quand, pour combien de temps, pour quelle utilisation. Et du coup, voilà, on enlève toute la confiance qu'on donne au package manager, et à la place, on le met dans les mains de GitHub, de Google et tout ça. Mais ça, on le fait déjà, parce que toutes les boîtes utilisent GitHub pour leur code. Donc si GitHub se fait compromettre, le code peut déjà être modifié. Donc on peut estimer que voilà, les risques que GitHub se fasse compromettre, comparé à des projets open source ou comparé à des projets qui sont maintenus par 2-3 personnes, globalement, c'est un peu plus fort comme garantie. Il y a aussi du coup l'aspect sécurité du code. La plupart de ces back-end services, ils sont open source, mais pas tous. Pas NPM, qui est étonnamment écrit en Rust et qui est closed source. Donc en fait, si jamais vous voulez auditer ce service d'association entre le nom et la source pour NPM, pour JavaScript, c'est pas possible. Donc le problème, c'est qui les audite. Nous, on se rend compte que l'audit qu'on a fait, c'était très simple. On a trouvé très facilement deux vulnérabilités critiques, mais ces services-là, ils n'ont pas pu le faire même parce que des code review, ça demande d'aller chercher des boîtes de sécu, donc il faut faire des contrats, il faut être une vraie entité légale, il faut de l'argent. Une review de sécu, chaque semaine, ça va être 10 000, 15 000, 20 000 euros. Un projet open source ne peut pas forcément se le permettre. On pourrait se dire, il y a des bug bounty qui vont peut-être inciter à faire ça. Nous, ces bugs-là, on les a soumis donc sur HackerOne, il y a un programme qui s'appelle l'Internet Bug Bounty qui est censé récompenser toutes les trouvailles qui ont un impact critique sur la sécurité Internet. On pensait que ça pouvait, avec 20% d'Internet. Ils nous ont dit non, c'est pas assez. Donc le problème, c'est que du coup, il n'y a pas d'incentive pour que les gens trouvent des vulnérabilités similaires dans d'autres projets. Et ensuite, on se rend aussi compte qu'il y a on connaît moins de 10 personnes qui ont publié des vulnérabilités sur des package managers et ce genre de services. Donc en fait, soit il n'y a personne qui regarde, soit il y a personne qui trouve, soit il y a des gens qui regardent, qui trouvent et qui veulent juste pas le dire et pas le publier. Donc c'est le problème, c'est que c'est pas forcément sécurisé. Et aussi le problème, c'est que là, on a audité le service, on a audité le packagist, le code, parce qu'il est open source, mais l'infrastructure qui est derrière, je sais pas, peut-être qu'ils ont du S3 quelque part pour héberger les packages, peut-être qu'ils ont leur serveur qui héberge l'application PHP, mais en fait, peut-être que tout tourne en route et que le S3, il est pas sécurisé. Mais nous, on n'a pas accès à tout ça, parce qu'on n'est pas responsable de ça. Donc même si on veut être contributeur à ces projets-là, c'est à peu de chances qu'on ait accès à l'infrastructure. Le problème, c'est qu'on se rend bien compte maintenant en 2022 que l'infrastructure, il y a besoin de la sécuriser tout aussi bien que du code, et il peut y avoir beaucoup de problèmes de configuration qui peuvent arriver. Et dernier point, c'est la sécurité des clients. Donc c'est pas vraiment le sujet de ce talk, mais nous on a pas mal bossé dessus. Il y a 2 articles en bas. Quand vous aurez les slides, vous pourrez cliquer dessus. En fait, on s'est rendu compte que les clients n'étaient pas forcément beaucoup plus sécurisés parce qu'il n'y a pas vraiment de threat model. Ok, j'ouvre un projet Composer. Donc ça, c'est un exemple véridique de ce qui est arrivé. J'ai un projet avec Composer ou n'importe quoi. Je l'ouvre dans VS Code. Il y a des gens qui vont dire, ah bah oui, c'est très dangereux, peut-être qu'il peut se passer des mauvaises choses. Il y a des gens qui vont dire, bah non, je lis juste du code dans mon éditeur de texte. Qu'est-ce qui peut se passer? Et le problème, c'est que pour chaque package manager, chaque client, ils ont des intégrations dans les éditeurs de code. En fait, ils ont tous des thread modèles différents. Pour Python, ils sont en mode, oui, bah, c'est normal. C'est normal si quelqu'un, quand vous ouvrez un projet, peut exécuter des commandes. Pour d'autres package managers, pour NPM, c'est non, c'est pas normal. Il faut explicitement demander, il faut explicitement autoriser que les scripts puissent être exécutés. Le problème, c'est que tout le monde n'est pas d'accord. Donc, c'est-à-dire que tout le monde a des comportements différents, les développeurs ont des attentes différentes aussi. Et aussi, en fait, ce que vous utilisez vous au jour le jour, ça va être les clients. Ça va être NPM que vous lancez, ça va être Composer que vous lancez. Mais peut-être que vous avez appris l'existence de ces serveurs-là aujourd'hui. Et auquel cas, c'est normal que les clients reçoivent plus de contributions que les serveurs. Donc pour conclure, ça fait un peu peur, parce qu'en fait, on a quand même réussi à compromettre une bonne partie d'Internet d'un coup, avec des vulnérabilités qui sont quand même relativement simples. Il y a moins d'une semaine de boulot, il ne faut pas spécialement d'argent, il faut juste un laptop, faire un peu de sécurité et c'est tout. Donc c'est pas forcément une bonne chose. Il y a des initiatives qui ont l'air assez intéressantes, donc avec Stickstore, que je recommande vraiment. Vous pouvez aussi l'utiliser pour signer tous vos artefacts logiciels sur votre CI, etc. En fait, c'est simple. En effet, entre le moment où c'est créé et le moment où c'est utilisé, tout ce qui intervient au milieu, c'est pas censé affecter le contenu du package. Donc si on le signe, on se garantit qu'il n'y aura pas ce genre d'attaque. On n'a aucune raison de trust tout ce qui est au milieu. Et en fait, je pense pas que ce soit dans le threat model de quelconque organisation de se dire, ok, demain, tous mes packages sont compromis. Qu'est-ce qui se passe? En fait, tout part en fumée, je pense.
On ne peut plus croire ses propres softwares, parce que peut-être qu'on utilise une dépendance qui est malveillante. On ne peut pas juste review le code de toutes les dépendances, parce qu'en fait, il y en aurait beaucoup trop. On est coincé, en fait. Et tant qu'il n'y aura pas de signature de code qui garantit qu'il n'y a personne qui a intercepté ça et qui a essayé de les modifier, ça me semble compliqué de pouvoir garantir quoi que ce soit là-dessus. Du coup, c'est... alors, s'il y a un petit mot, c'est pas fun, c'est fund. Du coup, ce qui est important, c'est d'auditer et de aussi donner des sous au package manager. Comme je disais, c'est des projets open source. Donc, en gros, si vous voulez donner quelques euros, ou si vous êtes une grosse boîte, un peu plus, pour Packagist, ils utilisent GitHub Sponsor. Donc, vous pouvez directement aller sur GitHub pour ça. Pour Pair, c'est sous le modèle de PHP. C'est le projet PHP, en fait, qui gère Pair. Donc là, on a le nom des contributeurs qui nous ont aidés là-dessus. Et eux, pour eux, ça va plutôt être au niveau de la fondation PHP. Donc il y a une fondation qui est arrivée, et vraiment pour payer des développeurs full-time sur PHP, qui est arrivée, donc je pense qu'il y a on va dire 1 an. Ils ont reçu beaucoup d'argent dès le début. Donc vous allez avoir tous les gens qui sont derrière le framework Laravel, quelques grosses boîtes qui se basent sur PHP, qui ont donné quelques dizaines de milliers pour démarrer tout ça. Et depuis, ils peuvent commencer à payer full-time des développeurs sur PHP, et du coup aussi sur l'écosystème PHP. Si vous voulez plus de détails techniques, c'était pas assez technique, il y a tout sur le blog. Donc sur blog.sonaresource.com, vous pouvez retrouver tout ça. Évidemment, on recrute. Si jamais vous souhaitez faire ça, ou si vous souhaitez, si vous pensez que l'analyse statique va sauver le monde, je pense que c'est une bonne boîte dans laquelle travailler. Et si vous avez des questions, je pense qu'il nous reste 2 minutes, et puis sinon je serai là aujourd'hui. Moi, ça me va, c'est pas de question. C'est plus.